Bonjour à tous, c'est bon? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie Lemonnier de la Chambre de commerce de Singapour, Monsieur Vincent Siandra de Metron Lab et Monsieur Zilin Zim du Economic Development Board de Singapour. Aujourd'hui, nous allons parler des industries 4.0 et quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises dans l'industrie manufacturielle en ASEAN. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie Lemonnier pour qu'elle nous présente l'écosystème de Singapour. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin. Et pour les personnes qui suivent cet atelier en ligne, vous pouvez également les poser dans le chat, donc n'hésitez pas. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, rapidement, donc Marie Lemonnier, je suis basée à Singapour, exceptionnellement en France pour l'occasion, à la Chambre de commerce française. Si je peux passer les slides. Pardon. Ouais, encore. Alors, très brièvement, pour vous expliquer, donc à Singapour, moi j'appartiens à ce qu'on appelle la Team France Export. La Team France Export, c'est notre mission, c'est d'accompagner les sociétés françaises qui souhaitent venir à Singapour. Et on est toute une équipe sectorialisée. Moi, je suis en charge de la tech et services et j'ai aussi la casquette French Tech à Singapour, puisqu'il y a un écosystème French Tech à Singapour qui est assez dynamique. Ça marche pas. Alors très rapidement, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pardon. Donc la Chambre de commerce, c'est quoi? Ça fait plus de 40 ans qu'on est basé à Singapour. On a pour mission d'accompagner les entreprises françaises à se développer sur Singapour, mais également sur la région, puisque comme vous allez voir, Singapour se positionne vraiment comme un hub, depuis leur première approche de marché jusqu'à leur implantation et leur expansion commerciale. On a à peu près 650 entreprises membres. Et voilà, donc n'hésitez pas, là c'est un petit peu la promotion de la Chambre, mais je vais vite passer du coup sur Singapour. Alors Singapour, c'est quoi? Un hub pour l'industrie 4.0. Merci pour les slides. Alors Singapour, c'est une cité-État, donc il faut s'imaginer une petite île qui est environ grand comme Paris et sa petite couronne, mais il faut savoir qu'elle a gagné 25% de son territoire sur la mer en 50 ans et que ça continue. Donc c'est une île qui est sans cesse en train de se développer. Il y a 5,7 millions d'habitants, dont 30% d'étrangers. Alors ce chiffre-là a été un petit peu mis à mal dernièrement, puisque Singapour a perdu 4% de sa population. On a eu les chiffres la semaine dernière, voilà, liés à la crise, mais c'est voilà, une population qui est assez cosmopolite, avec un point très important. Il y a 4 langues officielles, mais la langue en fait du business, c'est l'anglais, et ce qui permet une facilité de business extrême dans la région, comparé en fait à tous les autres pays d'Asie, où tout se fait en fait en anglais. Il y a un très fort PIB par habitant. Je vous ai mis donc le chiffre, c'est 52 130 €. Pour comparer à la France, on a un peu moins de 34 000. Donc vraiment un PIB très élevé. Et on a des taux de croissance qui sont entre 4 et 6% prévus pour 2021, avec un très faible taux de chômage. Et aujourd'hui, voilà, recruter des talents, c'est assez compliqué à Singapour. C'est un petit peu la chasse aux talents. Donc voilà, globalement pour Singapour. Alors, ce qu'il faut savoir sur Singapour, c'est qu'il y a son économie repose notamment sur 3 piliers, et notamment le manufacturing, donc l'industrie, qui représente, je vous l'ai entouré, 21,5% de la part du PIB. Ensuite vient le commerce et les services financiers. Les services financiers, c'est à hauteur de 15,7%. Donc 3 piliers que sont l'industrie, le commerce et les services financiers. Pourquoi l'industrie? Puisqu'en fait, ça peut paraître bizarre qu'un pays à fort PIB ait une part de l'industrie énorme. C'est parce qu'en fait, il s'appuie vraiment sur les technologies de pointe et l'innovation. Et notamment sur des secteurs que sont la défense et la sécurité, les médicales, les fintech, le maritime, très important à Singapour, le maritime, les technologies de la formation et la smart mobility. Singapour s'est donné une ambition d'être la Smart Nation. Et donc pour ça, ils mettent en place tout un tas d'initiatives pour arriver à leur fin. Ouais. Pourquoi en fait Singapour, sur le classement Doing Business de la World Bank, se classe deuxième? Il y a notamment 4 raisons et des initiatives gouvernementales qui sont assez fortes. Il y a un faible taux d'imposition. On est sur un taux d'imposition à peu près à 17%. Enfin à peu près à 17% d'ailleurs, c'est pas d'à peu près à Singapour, c'est le chiffre exact. On est sur des produits qui sont quasiment exemptés de douane, à part l'alcool, le tabac, voilà, les choses on va dire classiques, mais quasiment 99% des pays sont exempts de douane. On a un pays qui a une stabilité qui est très forte d'un point de vue politique,
avec ce qu'on dit c'est no corruption. Il y a eu un classement qui a été sorti où Singapour c'est le seul pays d'Asie qui sort de ce classement-là par rapport à la corruption, puisque c'est un pays qui n'est pas corrompu. Et aussi notamment de la protection, donc dans l'industrie 4.0 c'est important, de la propriété intellectuelle, où il y a une forte protection de la propriété intellectuelle. Et pour vous donner un chiffre, il y a plus de 90% des brevets qui sont déposés par des entités étrangères. Donc même les entités étrangères ont voilà, leur propriété intellectuelle qui est garantie. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres si ça vous intéresse. Selon donc, le World Economic Forum, effectivement, ils ont classé Singapour comme un des pays les mieux placés pour l'industrie 4.0. Et Singapour est le 4e exportateur de produits de haute technologie. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement de l'industrie à Singapour, mais uniquement sur la partie en fait, à haute valeur ajoutée et tout ce qui est innovation. Et ce qui permet en fait à Singapour de garder cette position assez haute voilà, dans les classements. Mais au-delà des classements, du coup, voilà. Alors l'idée, mais après vous allez avoir voilà, le retour de Vincent sur une entreprise française d'industrie 4.0. Il y a à peu près 1000 entreprises françaises à Singapour, un petit peu plus, d'entreprises ou de filiales françaises. Il y a une assez grande communauté. Hein. Il y a à peu près plus de 20 000 Français à Singapour, donc on entend très souvent parler français à Singapour. Je vous ai mis voilà, les secteurs pour vous dire que c'est vraiment des secteurs assez variés, et notamment, je ne sais pas si c'est moi qui fais et notamment des entreprises françaises qui bénéficient, et ça, voilà, je pense que Ziling, qui représente IDB, peut en parler, un accompagnement fort à la fois tout l'écosystème français, mais aussi de l'écosystème singapourien. Et notamment, voilà, ce que je voulais vous parler, donc c'est l'écosystème singapourien. Je ne sais pas si c'est moi. Mais sur l'écosystème, du coup, il faut savoir que Singapour, ça marche beaucoup avec des mélanges d'écosystèmes. Il y a l'écosystème public et il y a l'écosystème privé. Sur l'écosystème public, on peut vraiment s'appuyer sur les universités ou sur ce qu'on appelle généralement le gouvernement. Le gouvernement, dans l'industrie 4.0, il y a notamment 2 entités qui sont très importantes à connaître, qui sont le ministère de Ministry of Trade and Industry, donc le ministère de l'Industrie, et EDB, Economic Development Board. Economic Development Board, je raccourcis énormément, mais c'est l'équivalent de Business France et BPI France un peu réunis. Voilà, pour vous donner une idée. Et notamment l'Economic Development Board a lancé en fait en 2017 un indice qui s'appelle en fait le Singapore Smart Industry Readiness Index, et qui a pour but de guider les entreprises en fait à travers leur plan de transformation industrielle. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à poser à Ziling, il connaît très bien. Ça a été notamment adapté par le World Economic Forum pour être en fait l'index de référence sur la maturité en fait des entreprises de l'industrie 4.0. Donc il y a énormément voilà, de soutien de la part du gouvernement, des initiatives qui ont été menées. J'ai parlé également des universités, mais les universités, elles se présentent comme de vrais partenaires en fait, en termes d'innovation. Si vous avez besoin d'innover, vous pouvez très bien lier des partenariats avec des universités, avec des subventions voilà, qui sont derrière pour tout ce qui est innovation. Et c'est très important de connaître cet écosystème entre guillemets public, que ce soit universitaire ou agence gouvernementale, quand vous voulez voilà, faire du business à Singapour. Et il y a bien évidemment les acteurs privés qui sont présents, et notamment des grosses entreprises singapouriennes dans le secteur de l'industrie 4.0 qui sont assez reconnues, on va dire, dans leur domaine. Et voilà, c'est important de bien connaître en fait et de bien mixer tout cet écosystème pour pouvoir voilà, s'implanter ici à Singapour. Je crois que j'ai parlé un petit peu beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Ziling. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai même là un petit peu après. Donc voilà, avec plaisir. Merci beaucoup Marie pour cette super présentation. En fait, il ne faut pas hésiter à contacter Marie et la Chambre de commerce française à Singapour si vous avez des questions sur la région extrêmement dynamique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ziline, je viens en fait de ODB Singapour, une organisation gouvernementale qui en fait investit dans les startups, les centres de recherche, l'infrastructure, et aussi on va accompagner aussi les entreprises étrangères comme françaises en fait quand ils vont s'implanter à Singapour. Je suis singapourien, donc excusez-moi pour mon français. Si je passe en franglais de temps en temps, n'hésitez pas à venir me parler, poser des questions en fait à la fin en fait de cette présentation. Et bonjour Vincent et merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour. Et vous allez bien?
Très bien, et vous? Bon, ça fait du bien en fait de retrouver après 2 ans très très compliqués avec ces pandémies. Et vous aviez un parcours en fait professionnel très très impressionnant et varié. Vous êtes passé par Transdev, Veolia, Thales avant de créer en fait Metron. Alors il existe beaucoup de perspectives en fait différentes sur l'industrie 4. Et selon vous, qu'est-ce que ça vous signifie en fait comme industrie 4 et quel est son rôle en fait dans l'industrie manufacturière? Merci pour la question. Juste avant, je veux juste prendre une minute pour expliquer Bien ce que sûr. l'on fait. Donc Metron, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 7 ans, qui accompagne les industriels dans la réduction de leur empreinte carbone et de leur consommation énergétique en temps réel. Sûr. Donc la vision, c'est d'être capable de prendre n'importe quel électron ou molécule qui rentre dans une usine et qui termine dans un produit, de le gérer comme une matière première, comme on aurait n'importe quelle autre matière première. On prend l'énergie comme une matière première et on l'optimise. On fait ça dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde et on a une présence en Asie en général, depuis Singapour, mais avec aussi des sous-filiales au Japon, en Corée, qui se développent depuis maintenant plus de 3 ans, dont 2 ans compliqués, mais on en parlera un peu par la suite. Et pourquoi on a fait le choix d'aller en Asie en général et de se placer à Singapour comme notre hub pour se développer sur l'industrie dans cette zone? C'est parce que justement, l'industrie 4.0 est un sujet extrêmement important pour les industriels en général parce que ça leur permet de repenser un petit peu leur modèle de production et leur fonctionnement au quotidien. Et on a vu très vite, il y a 3-4 ans, quand on est arrivé à Singapour, qu'il y avait une énorme envie de comprendre à quoi ça pourrait servir pour devenir plus productif. Et vous avez compris de la présentation de Claire que Singapour, la productivité à Singapour, c'est quelque chose d'uni. C'est un petit État en termes de géographie. Donc l'optimisation, la productivité et être capable de faire plus sur moins, c'est un petit peu la philosophie depuis plus de 50 ans. Le manque de ressources, en fait, c'est vraiment une priorité pour nous. Donc je dirais que l'industrie 4.0 et Singapour, c'est à mon avis une simple continuité. En fait, le I à Singapour, c'est Industrie 4, en fait. Voilà, peut-être. En tout cas, on a eu une réception de nos offres technologiques extrêmement intéressée par le marché singapourien. Et après, s'installer à Singapour est quelque chose aussi de très simple par rapport au reste de la région. Et donc du coup, on a choisi de s'implanter là parce que ça permettait de rayonner d'un point de vue géographique, mais aussi technologique, parce que effectivement Singapour essaye d'être en avance même sur les autres pays autour sur ces thématiques d'industrie 4.0. Donc être plus productif, réduire les coûts et inventer de nouveaux moyens de production ou repenser un peu la façon dont on produit. L'industrie 4.0, à Singapour en tout cas, c'est quelque chose qui devient presque mainstream. Donc, vraiment, je pense que Vincent a répondu à plusieurs questions en même temps parce que extrêmement efficace. Ma question aussi supplémentaire, c'est que, alors, vous avez décidé en fait de vous installer à Singapour, vous implanter à Singapour. Je pense qu'il y a aussi des opportunités autour de Singapour parce que Singapour, c'est pas un marché très important, c'est plutôt un hub, une porte d'entrée en fait pour entrer dans la région. Quelles sont les opportunités, les secteurs en fait intéressants autour de Singapour? Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement intéressants aussi que vous pouvez en fait accéder en fait au-delà de votre hub à Singapour? Je vais être hyper direct. À Singapour, nous, nos seuls clients intéressants, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie en termes d'usines, c'est les usines de semi-conducteurs. Voilà. C'est des salles blanches, ça consomme beaucoup d'énergie. Là, il y a un vrai sujet pour nos logiciels d'optimisation en général. Et aussi des usines de lubrifiants, donc des raffineries, des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Qui consomment déjà pas mal. Qui consomment beaucoup. Mais en nombre d'usines, c'est pas le pays dans la zone qui a le plus d'usines de semi-conducteurs ou le plus de raffineries. Il y a à côté la Malaisie, il y a à côté l'Indonésie, il y a à côté les Philippines, où là, il y a des secteurs dans le ciment, dans le papier, dans tout un tas de choses, où il y a une très grosse consommation d'énergie pareil, un grand nombre d'usines et des acteurs mondiaux, en fait. Et donc, depuis Singapour, ça permet un rayonnement extrêmement simple entre ces 3 pays. Alors ça, c'était avant le Covid, c'est un rayonnement simple géographique. Aujourd'hui, ça reste une zone, je dirais, de fiabilité. C'est-à-dire que le fait d'avoir notre siège dans la zone à Singapour, ça permet très facilement quand même de continuer à faire du business sur toute cette zone-là. Par contre, effectivement, c'est plus compliqué de se déplacer, mais ça, c'est chacun des pays qui est touché. Et donc, du coup, on réinvente le modèle.
C'est-à-dire qu'on a des petites équipes dans ces pays, Oui. alors qu'avant on concentrait tout à Singapour. On a des petites équipes qui nous permettent du coup de ne pas subir les aléas de fermeture de frontières ou autres, etc. Mais le business en tant que tel, lui, tourne. C'est-à-dire qu'on a des demandes sur la zone. On a fait plus de 300% de croissance sur les 2 dernières années, donc pendant le Covid. Même avec le Covid. On a fait les plus grosses années dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que finalement, piloter intelligemment, ça devenait crucial. Piloter grâce à des logiciels, quand on était à la maison, ça devenait quelque chose de assez classique. C'est l'avenir aussi. Hein. Et aussi, la prise de décision, du coup, a été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que d'un coup, à Singapour ou dans cette zone-là, il fallait des solutions. Donc on décide, on met des budgets, on y va et puis on passe à la suite. Et ça, c'est aussi la force dans cette zone, c'est la rapidité d'exécution et le côté planifié. C'est-à-dire qu'on a décidé, donc après on y va. On choisit la meilleure solution. Si vous avez une bonne technologie, vous êtes sur la liste. Ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question de tout ça, c'est une question d'exécution. Est-ce que vous êtes capable, dans mon usine, de mettre ce système-là demain et d'être fiable? C'est les sujets qui sont importants. Et pour revenir en fait sur la question au départ, en fait, quel est le point de vue en fait de l'industrie 4 en fait de vos clients un petit peu en Asie? Comment vous avez fait pour les convaincre? Parce qu'évidemment, Industrie 4 est très connue en Europe et je pense en Asie c'est quelque chose qui est en croissance. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour convaincre de ces corporates en fait de l'utilité, de l'importance en fait de l'Industrie 4 et le lien avec vos outils à vous? C'est une question très intéressante parce qu'elle a plusieurs facettes. C'est-à-dire que la première phase, quand il y a 3 ans on est arrivé, c'était une phase d'éducation. L'industrie 4.0, c'était quelque chose qui était porté par Siemens, par 2-3 gros acteurs. Donc il y avait une éducation générale. Oui, en Europe et aux États-Unis, il se passe des trucs, c'est intéressant. Mais la plus grande difficulté, ça a été d'expliquer un concept, une vision, comment ça se répercute concrètement dans les comptes de résultats de l'entreprise, dans la productivité, dans des choses comme ça. Et je pense que la clé de voûte pour convaincre en Asie en général et à Singapour en particulier, c'est cette côté exécution. C'est-à-dire, si j'installe ce système, qu'est-ce que ça va me résoudre comme problème et qu'est-ce que demain ça va me permettre de faire sur d'autres thématiques que je n'ai pas encore développées. Et donc, nous, on a réussi à convaincre de cette manière-là en disant, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas de logiciel, on ne parle pas de tout ça, on parle de vos problèmes et comment on peut vous aider à les résoudre. Et au fait, on a une technologie qui permet de faire ça. Mais ce n'est pas la technologie comme pitch, en fait, c'est plutôt les résultats. Voilà. Et donc du coup, ça a été le côté très pragmatique finalement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. La plupart des entreprises à Singapour que j'ai rencontrées, la première question, c'était déjà, je veux avoir vos slides avant d'arriver au rendez-vous. Pour préparer. Donc ils savent tout de votre solution. Il n'y a pas besoin de la présenter. La première question, c'est qu'est-ce que vous me garantissez? Voilà. Donc c'est l'exécution. C'est qu'est-ce que vous me garantissez? Le reste, l'industrie 4.0, tout ça, c'est un outil, c'est une toolbox. Et à partir du moment où on arrive à convaincre que ce que l'on garantit, c'est des résultats concrets, fiables, sur des industries qui sont similaires, dans des contextes qui sont très proches, avec des exemples précis, bah là, on rentre dans un schéma de confiance où, OK, on veut bien tester, on veut bien aller. Et puis après, si on a testé et que ça marche, on peut déployer très, très vite. Et alors, la rapidité d'adoption, et 10 à, je dis 10, mais ça pourrait peut-être même 100, je n'ai pas mesuré factuellement, mais supérieur à ce qu'on peut avoir en Europe. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'éducation des industriels en Europe sur la thématique qui est très important sur l'industrie 4.0, peut-être moins à Singapour, en Asie en général. Par contre, une fois qu'ils ont compris ce que ça apportait, le déploiement en groupe, c'est-à-dire sur 10, 15, 20, 40 usines, c'est militaire. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est que si vous avez convaincu, par exemple, le siège à Singapour, ensuite, en fait, tous les internes en Asie, ils vont adopter la solution assez rapidement, en fait. Donc, c'est un petit peu plus efficace de travailler. C'est ça. Bah, je vais vous donner un exemple très concret. On parlait tout à l'heure de faire de la décarbonation, réduction d'empreinte carbone sur des flottes de bateaux. Oui. Alors, c'est pas notre métier de base, c'est pas une usine, mais on a tellement éduqué le marché qu'on est venu nous voir. Pacific Carrier Limited est venu nous voir en disant bon, on a screené le marché de toutes les solutions possibles. On n'a pas été convaincus. Votre solution, elle est faite pour l'industrie, mais finalement, un gros cargo, un gros bateau, c'est très proche d'une usine. Et en plus, une usine autonome, c'est-à-dire qui n'a pas de source d'énergie. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ce que vous faites sur notre flotte maritime? J'ai essayé par tous les moyens de convaincre d'autres acteurs européens de le faire. Je ne citerai pas ce sujet.
à Singapour, la capacité à transposer un modèle qui fonctionne et de le mettre dans d'autres secteurs parce que c'est efficace, ça, on a été très surpris. On a déployé ça sur quelques bateaux maintenant, ça marche. Et ils nous disent, maintenant, en fait, on a des usines de fertilizer, on a la chaîne d'hôtels Shangri-La dans le monde. On a tout donc comment on déploie ça sur tout le reste? Non, mais comment on déploie ça? Donc une fois qu'ils ont compris la mécanique, ils arrivent à transposer. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va gagner? Comment on peut réduire notre impact? Et du coup, comment on peut déployer ça vite? Et parfois, ils vont même plus vite que nous maintenant. C'est attendez, on va déjà réussir à déployer sur les bateaux. Non, on veut maintenant déployer sur tout. Donc, c'est super à savoir, en fait, même avec Covid, en fait, tout ça, ça avance. Marie, est-ce que tu as la même situation aussi des cross-pollination, en fait, les idées qui se transposent d'une industrie à l'autre, par exemple? Oui, alors c'est vrai que pour compléter ce qu'a dit Vincent, Singapour, c'est le pays du process. Donc effectivement, si le process fonctionne et que ça mène au résultat, il n'y a pas de question à se poser, ça marche. Et c'est vraiment, c'est vraiment la grande différence avec la France et l'Europe, c'est que là-bas, les process, c'est carré et ça fonctionne. Et effectivement, pour répondre à ta question, Ziling, sur la partie en fait transsectorielle, on remarque effectivement, donc moi je suis spécialiste de la partie tech, par définition la tech, ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire qu'on peut tout parler. Effectivement, j'ai eu plusieurs cas où il y a des solutions, il faut que la solution marche, mais si la solution marche, elle est bien ancrée, et bien en fait, si effectivement ça répond à un besoin et à un problème, peu importe le secteur, et bien en fait ça va être adopté. Ils ont une capacité d'adaptation qui sont très forts. Et en plus, ils ont aussi la volonté d'être un peu les meilleurs partout. Singapour, c'est un peu, quand on a envie de dire les classements, ils sont toujours numéro 1, numéro 2. Enfin, il faut que ça soit sur le top 3 et l'idée d'être les meilleurs partout. Donc, ils ont aussi culturellement cette idée, cette volonté de vraiment dire tant qu'il y a une solution qui marche et que je peux l'adopter dans mon secteur, sachant que sur les secteurs qui sont hyper porteurs à Singapour, il y a le maritime, on en parlait, clairement ça a explosé, et notamment avec le Covid ça a explosé. Les secteurs de la pétrochimie, on s'y attend pas forcément, mais il y a une grosse activité pétrochimique à Singapour. Tous les secteurs de tout ce qui est fintech, alors ça cartonne aussi. Ça n'a pas été touché en fait par le Covid. Voilà, non, tous ces secteurs-là n'ont pas été touchés par le Covid, et effectivement, si vous avez une solution qui répond à des besoins et vous avez des résultats dessus, peu importe le secteur, ça peut marcher. Alors, on a parlé beaucoup de croissance, beaucoup de bonnes choses aussi. J'aimerais bien aussi parler un petit peu des difficultés en fait causées par la Covid, parce qu'en fait, les corporates, les entreprises ont été bien impactées ces 2 ans-là. Et est-ce que vous avez des enjeux en fait rencontrés par vos équipes, et comment vous avez fait en fait pour gérer en fait toutes ces difficultés pendant les 2 ans, voilà? Je vais être très honnête, c'est encore en cours de gestion. C'est une zone compliquée. On n'a aujourd'hui pas pu renouer physiquement avec nos équipes depuis presque 2 ans, du coup. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de diviser les équipes sur les différents pays sur lesquels on opère. On a eu une phase de perte de collaborateurs, parce que, étant une start-up, une petite entreprise, il y a la crainte, et le marché de l'emploi est très flexible à Singapour, donc du coup on trouve un job en 3 secondes. Donc du coup il y a eu une migration de mon équipe, donc je ne sais pas si d'autres start-up c'est le cas, ça tu pourras peut-être répondre, mais une migration vers des start-up, vers des plus gros groupes, plus sécurisés, moins peur, etc. Et là, on a une phase où on a une équipe, parce que ça fait 2 ans, on est encore vivant, on se développe, on lève beaucoup d'argent, etc. Du coup, ça donne un signal, on se dit OK, ça continue à marcher, ils investissent. Et la base est solide en fait. Voilà, la base est solide, ancrée, et puis on tient. Et donc du coup, ça ramène des collaborateurs. Mais ce que l'on a fait, c'est ce qu'on appelle des équipes, un peu des forces spéciales, ce que j'appelle ça en interne, c'est qu'on a fait des petites équipes dans différents pays. Donc on a une équipe au Japon, une équipe en Corée du Sud, et on est en train de créer une équipe en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines. Très peu de gens, mais simplement capables de faire la continuité de service sur place. Parce qu'il y a des différences de langue et culturelles qui sont phénoménales, et où l'anglais n'est pas adopté comme à Singapour partout, tout le temps, il faut le dire. Donc du coup, finalement, être très très local, ça permet une continuité de business très forte et d'être hyper impactant. Et on a signé des très très gros contrats au Japon et en Corée, par exemple, pendant le Covid. Et opérer ces contrats est très compliqué depuis même Singapour.
Donc en fait, c'est la filiale de Singapour qui gère les sous-filiales qui sont dans ces parties-là. Il y a des communications, ils sont à peu près sur la même time zone, donc c'est quand même plus simple. Et en plus de ça, il y a les négociations long terme avec ces grands groupes, parce qu'on travaille que avec des très grands groupes. Donc c'est les négociations long terme avec les grands groupes qui se font avec Singapour. Et par contre, tout le daily operation qui se fait avec ces équipes locales. Et qu'il faut remonter les choses. Donc il y a en fait 2 niveaux de communication et ça nous a permis de continuer à faire beaucoup de croissance pendant cette phase-là. Et l'Asie a été notre plus gros porteur de croissance pendant cette phase-là. En général, l'Asie. Voilà. Et Singapour était un pilier pour nous. Et c'est parfait en fait comme commentaire parce que ma question en fait, ma prochaine question c'était alors les entreprises en fait qui ont un petit peu hésité à aller à l'étranger, qui préfèrent rester un petit peu en Europe parce que voilà, on connaît un petit peu la culture. Mais pense que l'avenir sera en fait dans les marchés émergents en Asie par exemple. Quels sont vos conseils en fait pour ces entreprises qui hésitent un petit peu? On attend un petit peu, on commence à embaucher quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Je ne veux pas être responsable de. Je peux donner que mon avis. Voilà, évidemment. Moi j'étais déjà à Singapour. On avait déjà investi le marché asiatique, donc du coup c'était 2 choix. Soit on perd notre investissement, tout ce qu'on a construit, etc., et on se replie sur nous-mêmes. Soit on le voit comme une opportunité, c'est-à-dire que quand c'était fermé en Europe, c'était ouvert en Asie. Et donc du coup, on a pu faire une continuité de business. On est aussi très présent en Amérique latine. Et donc en fait, tout le long de ce Covid, on a fait de la croissance au moment où c'était ouvert dans les différentes parties. Ce qui fait qu'en moyenne, sur toute l'année 2020 et 2021, on a fait 100% de croissance chaque année. Donc en fait, depuis 7 ans, on fait 100% de croissance et on a pu continuer à garder ces indicateurs-là parce qu'on s'est adapté à chaque phase. On voyait les vagues. En fait, voilà. En fait, on voyait les vagues arriver. On voyait le confinement arriver depuis Singapour qui nous disait ça se ferme, ça se ferme. Et en France, on voyait le truc arriver mais sans trop... voilà. Et donc du coup, ça a pu nous préparer pour la France. Et après, quand ça s'est réouvert en Asie, on a pu bombarder à ce moment-là et mettre tous nos efforts là-dessus. Donc en fait, on a adapté nos équipes marketing, tout ça, sur des phases finalement Covid, voilà, tout le long. Et donc du coup, mon conseil que je donnerais, ça dépend en fait si vous êtes déjà présent. Moi, je conseille fortement de continuer à investir parce que c'est des marchés, dès que ça va se réouvrir, qui vont exploser. Ceux qui auront survécu seront là pour récupérer une partie du marché. Le marché, voilà. Exactement. Et ceux qui ne sont pas encore sur place, moi, ce que je conseillerais pour limiter les risques, parce que ça dépend si vous le faites en capitaux propres ou si vous levez des fonds pour ça. Si vous levez des fonds pour ça, allez-y parce que c'est fait pour ça. Si c'est en capitaux propres et donc du coup c'est très risqué et c'est compliqué, là moi je conseille de chasser en meute. C'est-à-dire de s'adosser avec d'autres entreprises. C'est une technique allemande qui fonctionne très bien. Non mais c'est vrai, il faut le dire, qui marche très très bien, c'est de dire voilà, ne pas avoir peur de s'associer avec une entreprise qui est très proche de vous, qui peut parfois être presque même similaire, mais qui a déjà des entrées de marché. Je discutais avec une autre entreprise en bas qui fait aussi dans l'énergie et je disais, est-ce que tu veux venir avec moi en Corée ? Et bon, on a de temps en temps en France cette réaction de dire bah oui, mais on est un peu concurrent, peut-être qu'on ne devrait pas. Oui, mais en Corée, on est microscopique. Moi, je suis microscopique, toi, tu es microscopique. Donc, 2 nains, c'est déjà plus costaud qu'un nain tout seul. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai que ça, de plus en plus, ça devient quelque chose d'audible. Oui. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que on se répartit un petit peu le risque. On fait partager notre expérience, on fait gagner du temps. Et puis, si ça devient un marché gigantesque pour eux, on sait qu'à un moment donné, on s'est aidé. Le marché est assez grand pour partager. Exactement. En fait, voilà. Et si je peux me permettre pour compléter, pour ça à Singapour, on a de la chance d'avoir un écosystème français qui est quand même assez développé. Je parlais notamment de la communauté French Tech. Il y a notamment la chambre de commerce ou voilà, le réseau Team France Export. Et c'est vrai que c'est ce qu'on conseille souvent en fait, aux entreprises qui sont plutôt de petite taille, des startups. Bon, les grands groupes, ils sont déjà implantés. C'est effectivement quel est le meilleur moyen d'attaquer le marché. Et en fait, chasser en meute. Et c'est effectivement les Allemands qui font très bien ça. Et notamment à Singapour, ils sont très forts pour ça. Mais nous, la France, on va essayer d'être meilleurs qu'eux. Et ça marche très bien. Donc je confirme en fait ce côté-là. Et il y a tout un écosystème à Singapour qui vous permet en plus de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez être accompagné pour ça et avec des acteurs qui sont présents sur place, qui connaissent très bien les marchés, qui connaissent très bien les entités gouvernementales, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Et je vais rajouter quelque chose là-dessus. Je vais être un petit peu gênant pour certains grands groupes, mais l'objectif, il n'est pas là. Il est de dire que chasser en meute entre startups, c'est bien. Je pense ça fait beaucoup de sens. Mais chasser en meute aussi avec des grands groupes,
ça doit devenir quelque chose de plus en plus classique. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec le groupe EDF et avec certaines de ses filiales. On a bien travaillé avec eux pour ne pas être un énième sous-traitant, mais bien un partenaire. Et aujourd'hui, on chasse ensemble sur des territoires qui sont complexes pour eux, et où notre technologie, notre innovation est une force parce que clairement, quand ils viennent avec une technologie comme Metron, tout le monde sait que c'est pas eux qui l'a développé. Oui. Mais par contre, le fait de se positionner en acteur, écoutez, on peut faire des contrats cadres de 10 ans, 15 ans, nous on sait faire ça, et on porte le risque que cette technologie puisse aller sur cette durée-là. Ça rassure des clients industriels qui se disent, est-ce qu'une start-up dans 10 ans, 15 ans sera toujours dans mon usine ? J'en suis pas sûr, et surtout en Asie, qui ne nous connaissent pas forcément, etc. Non. Et donc là, chasser en meute comme ça peut être très très fort. Alors là, je parle à plus ces grands groupes de s'ouvrir à justement collaboration un peu plus atypique parfois. Exactement, ouais. Des collaborations atypiques, de ne pas avoir peur à un moment donné de porter une technologie qui peut être jeune, adossée à ces grands groupes. Parce qu'entre startups, on se fait confiance. On se dit que de toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner ensemble. Les grands groupes, c'est un peu plus compliqué. Ils se disent, est-ce que je ne prends pas trop un gros risque ? À un moment donné, prendre ce risque peut payer. Ouais, même si grand groupe en France ne veut pas forcément dire grand groupe à Singapour, parce que pour l'exemple d'EDF ou RATP, etc., qui nous sont des grands groupes et qu'on considère comme des grands groupes, mais à Singapour, en fait, ils sont au final comme des startups parce qu'ils ne sont pas connus et personne ne les connaît. Donc il y a aussi un travail auprès des grands groupes. Voilà, Tout à fait. Je suis vraiment désolé de vous couper parce qu'on n'a pas trop de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir après le panel. Merci encore pour votre attention. Merci. Merci. Merci Vincent, merci Marie. Merci.